Aujourd'hui, on va voir les matrices échelonnées. C'est bon, c'est pas très aimé par les étudiants. En même temps, c'est au programme vraiment explicitement au programme de l'agrégation externe en algèbre. Euh, bon, c'est vrai que le nom n'est pas vendeur. Déjà, matrice échelonnée, ça fait un peu vocabulaire d'inspecteur d'impôt. C'est pas terrible. Euh, je- En plus, c'est pas forcément le mot le plus adroit pour exprimer ce qu'on veut faire. Par exemple, le dire quand on fait de la théorie de la réduction, par exemple, on ne dit pas c'est la théorie des matrices de Jordan, même si au final on va se retrouver avec des matrices de Jordan. Mais on essaye d'expliquer ce qu'on veut faire plutôt que par quels moyens on veut le faire. Euh, bon, il y a des tas d'exemples comme ça, où quand même dans la théorie, bon, on veut connaître le rang, ou c'est la théorie des applications linéaires, ou les formes quadratiques. On dit classification des formes quadratiques. On va pas dire étude des matrices de Sylvester, non. Donc, matrice échelonnée, c'est pas un mot vendeur et il vaudrait mieux le substituer bon, par une expression, bon pour l'instant un peu maladroite, mais quand même c'est un peu mieux, classification des systèmes linéaires, voilà, ou classification des sous-espaces de Kn. Donc c'est ces deux notions qui vont être duales. Même si on verra surtout celle-ci, et puis l'autre c'est de la dualité. Voilà. Ou classification, ouais, de la grassmannienne, voilà. C'est des problèmes de classification, et les matrices échelonnées ne sont là que pour être des moyens, des formes normales. En fait, le rôle des matrices de Sylvester, le rôle des blocs des formes de Jordan, etc. etc. Bien. Je signale que dans la suite, bah, le corps K, on est sur un corps K quelconque, il n'a aucune influence avec la théorie, parce que ce qu'on va faire, c'est au fond de la méthode de Gauss. Donc il y a pas aucune interaction avec les propriétés du corps. Il peut être algébriquement clos ou pas, il peut être de caractéristiques 0 ou pas, fini ou pas. Fini, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on va pouvoir compter des choses et c'est toujours intéressant et on comptera. Voilà. Mais pour l'instant, en soi, dans la théorie, il n'a aucune influence. Voilà. Je vais définir les matrices qu'on appelle échelonnées, réduites en colonnes. Voilà. Après, ben, vous verrez les matrices échelonnées en ligne. De toute façon, on a dit qu'on ferait qu'une seule partie, puis l'autre, c'est de la dualité. Vous pouvez voir, bon, alors je vais amener une référence là. Bah oui, le chapitre 4 de H2G2, Histoire hédoniste de groupes et de géométrie, qui en parle avec des exercices, avec des applications dessus. Voilà, alors là, comme c'est un cours en live et en vidéo, je vous laisse justement regarder les références pour voir les définitions. Je vais faire sur un exemple ce que c'est qu'une matrice échelonnée réduite en colonnes. Alors voilà, on est en dimension 6, donc ici on va avoir 6 lignes et on va prendre 3 colonnes. On a ce qu'on appelle, donc on va regarder des matrices, donc quand elles sont en colonne, c'est que lui est plus grand que lui, d'accord? Il y a plus de lignes que de colonnes, pardon. Et voilà, et on va subdiviser les matrices bon, en colonne en matrices de type. Alors le type, ici par exemple dans l'exemple, je dois choisir 3 nombres distincts et ordonnés parmi de 1 à 6. Donc ici je vais prendre 2, 3 et 5.
D'accord? Donc ils sont ordonnés I1, I2, I3, strictement plus petits. Voilà. Et ça veut dire que ce que je vais appeler une matrice échelonnée réduite en colonnes de type 2, 3, 5, d'accord, dans M6, 3, eh ben, c'est les matrices qui vont être de cette forme-là. Alors, regardez ce qui se passe. Je vais mettre un 1 ici en 2, 1, d'accord, 2, 1, en 3, 2, 3, 2, et en 5, 3, 5, 3. Là, là et là. D'accord? Maintenant, tout ce qu'il y a au-dessus d'un 1, c'est toujours nul. Donc, c'est ce que j'ai exprimé ici en AI1. Donc, je pars d'une matrice, pardon, je devrais l'écrire comme ça. C'est l'ensemble des matrices A telles que, qui sont de la forme AIJ, d'accord? Et on a déjà défini où mettre les 1. Ici, on dit qu'on a des zéros si les lignes sont au-dessus, donc pour au-dessus, donc I strictement inférieur à 2, donc c'est ce zéro-là. I strictement inférieur à 3 sur la colonne 2, donc ces deux zéros-là. Et I strictement inférieur à 5 sur la troisième colonne, donc c'est ces quatre zéros-là. D'accord? Mais il y a des zéros ailleurs. Alors les zéros ailleurs, c'est exactement les zéros, donc pour la première colonne, il va y avoir des zéros partout où il y aura un 1. D'accord? Donc ici, il va y avoir un 0 parce qu'il y a un 1 sur la ligne. Ici, non, il n'y a pas de 1 sur la ligne. Ici, vous avez un 0 parce qu'il y a un 1 sur la ligne. Sur la droite. D'accord? Donc maintenant, vous regardez ici cette colonne. Là, c'est 0 et 0 parce qu'on est avant. Et là, vous allez avoir un 0 parce qu'ici, il y a un 1. Voilà. Et le reste, c'est quartier libre. Hein? D'accord. Voilà. Donc, on a défini ce qu'on appelle l'ensemble des matrices échelonnées. Alors, échelonnées, en fait, correspond à cette consigne-là et celle-là. Et réduite, ça correspond à cette consigne-là. Voilà, donc c'est l'apparition de ces trois zéros-là, réduite, d'accord? De type 2, 3, 5, dans M6, 3, voilà. Et bien, c'est l'ensemble des matrices A qui vérifie ceci. Ça veut dire que là où j'ai mis des étoiles, on peut mettre n'importe quel élément du corps, on a quartier libre. Voilà. Alors, la proposition que vous comprendrez très bien, c'est que l'ensemble des matrices échelonnées réduites en colonnes, de type I1, IN, avec I1, IM, donc compris entre 1 et N. Donc là, vous voyez qu'il y a, pour le choix des types, il y a M parmi N, au niveau des choix des types. Et cet ensemble de matrices, ça forme un sous-espace, attention, affine, de RNN. Alors donc, j'assimile l'espace affine des matrices à l'espace Rn fois M, d'accord? Et effectivement, c'est affine, regardez, parce que c'est l'ensemble des solutions d'un système, mais c'est pas vectoriel, d'accord? Parce qu'ici, il y a des 1. Donc, c'est un système linéaire, mais avec des constantes non nulles, ou pas toujours nulles, à droite. Donc ici, c'est un sous-espace affine, et de codimension. Alors je vais regarder sa codimension plutôt que sa dimension. C'est plus naturel, parce qu'il suffit, la codimension, c'est l'ensemble des contraintes indépendantes qu'on a trouvées. Et combien il y a de contraintes? Alors les contraintes, par exemple sur la première colonne, les contraintes, vous en avez, vous voyez, vous en avez I1, c'est-à-dire 2, d'accord? Puis ensuite, M-1, c'est-à-dire les 1 qui restent. Voilà. Donc ça, c'est la contrainte. Et puis pour I2, ici, vous allez avoir I2 contrainte plus M-1 contrainte. Voilà. D'accord? Donc ça veut dire que la codimension, c'est la somme de tout ça. D'accord? Et la dimension, ça va être NM moins ceci. Par exemple ici, quelle est la codimension?
je vais le calculer là. Alors la codimension, ça va faire 2 plus m, m c'est 3, 3 moins 1, ça fait 2, plus ici 3, plus 1, plus 5, plus 0. Donc ça fait 4 et 4, 8 et 5, 13. Donc effectivement, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 contraintes. Ce qui fait que la dimension, c'est la dimension totale, c'est-à-dire 18. Je ne sais plus où l'écrire. 18 moins 13. Donc la dimension, c'est le nombre de degrés de liberté. Et donc 18 moins 13, ça fait 5. Et donc vous voyez bien que vous avez 5 degrés de liberté. Donc voilà. Là maintenant, on a présenté un petit peu les matrices échelonnées réduites en colonne. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, allons-y pour le théorème. D'abord, quelques notations. On part donc petit m inférieur à n, deux entiers naturels. M, n, Lmn, c'est les familles libres, d'accord, à m éléments dans Kn. Attention, on est en train de parler de Kn, pas de n'importe quel espace vectoriel de dimension n. C'est, si vous préférez, un espace vectoriel de dimension n, mais où une base est fixée, et elle est fixée une fois pour toutes. Voilà. Ok. Maintenant, le théorème, il dit quoi? Alors, toujours dans les notations, on a L, M, N. On a les matrices M, N, M, attention à l'interversion parce que c'est N lignes et M colonnes à coefficient dans K, mais avec un petit taux ici qui veut dire que c'est l'ouvert, si on veut, mais en tout cas c'est la partie, c'est l'ensemble des A tels que qui sont là-dedans et qui sont de rang vraiment M, en fait, qui sont donc de rang maximal, puisque M est inférieur à N, le rang maximal c'est petit m, d'accord. Voilà, donc vous voyez que c'est bien en bijection ici, parce que quand on prend une famille libre, je l'ai écrit en colonne dans Kn, d'accord, je l'écris en colonne, donc ici il y a une écriture en colonne, et comme c'est une famille libre, on va avoir le rang de la matrice obtenue, ça va être M. Et inversement, si le rang c'est M, alors c'est que la famille au départ est libre. Donc ça c'est quelque chose d'assez clair. Ici, on a maintenant on a la grassmannienne GRMN, c'est l'ensemble, comme d'habitude, l'ensemble des sous-espaces vectoriels, mais de Kn, qui sont de dimension petit m. Voilà. Et puis, ici, on va prendre E, N, M, c'est l'ensemble des matrices échelonnées, réduites en colonnes. D'accord ? Le type n'est pas précisé, on peut prendre ce qu'on veut comme type, pourvu que ce soit de type, vous savez, le type c'est I1, strictement inférieur à I2, jusqu'à I indice M, avec les I qui sont choisis entre 1 et N. Il y en a M parmi N de type différent. Donc là, ça, ce n'est pas précisé. On prend juste les échelonnées réduites en colonnes. Que dit le théorème? Alors regardez bien. D'abord, on va avoir une application bêta qui a une famille libre, associe l'espace vectoriel qu'elle engendre. Et évidemment, cet espace vectoriel, puisque c'est une famille libre à m éléments, c'est un espace vectoriel de dimension m. D'accord? Et je mets que c'est surjectif, parce que, évidemment, quand on va prendre un sous-espace vectoriel, il possède une base, donc ça, théorème classique, et cette base est une famille libre à m éléments, donc cet espace vectoriel f qu'on a choisi, ce sous-espace vectoriel f qu'on a choisi, possède une base, donc il va y avoir m éléments qui sont dans Kn et qui forment une famille libre à m éléments. Bon. Donc finalement, comme on a une bijection ici que je vous ai décrite, d'accord, on regarde les vecteurs ici
de cette famille en colonne dans Kn, dans la base canonique de Kn. Et on va avoir des matrices NM qui sont de rang maximal. Voilà, donc pareil, hein, donc on va avoir une surjection. Donc ça finalement, c'est un petit peu la même, voilà, c'est un peu la même application. Maintenant, évidemment, c'est surjectif mais non injectif, hein, parce que des bases de F, il y en a plein. Donc comment quotienter tout ça, hein, pour avoir une base? Ben, pour avoir unicité, hein, une base de forme normale, on va dire, ici, ben, on va ici avoir parmi ces matrices-là, ben, les matrices échelonnées réduites en colonnes. Hein, vous vérifierez qu'à cause de la place des 1, une matrice échelonnée réduite en colonne est bien de rang M, dans M, N, M, d'accord? Et là, ici, c'est là qu'il y a un théorème, un vrai théorème, c'est que quand on restreint bêta à cet ensemble-là, eh ben, ça reste encore surjectif, mais cette fois-ci, c'est en plus injectif, c'est-à-dire que on va avoir une bijection. Donc, en gros, hein, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que pour tous ces espaces vectoriels ici de dimension m dans Kn, on va pouvoir définir une unique matrice échelonnée réduite en colonne, c'est-à-dire une unique base, d'accord, de forme normale, d'accord. Et ça veut dire aussi que on va pouvoir associer à un élément de la Grassmannienne un type, puisque ces matrices échelonnées réduites ont forcément un type. Donc, il va y avoir une espèce de stratification de la Grassmannienne qui est en géométrie algébrique, qui est un objet d'étude central. Voilà. Alors, allons-y pour la preuve de ce théorème. Donc, ce que l'on veut, c'est qu'on prenne des matrices échelonnées réduites en colonnes. Donc, voilà les colonnes, C1, petit c1, hein, jusqu'à petit cm, donc m colonnes. Et on associe le sous-espace vectoriel engendré par les colonnes, donc qui va être un sous-espace de dimension m. On veut montrer que c'est une bijection, et c'est ça le théorème principal, et c'est ça l'importance des matrices échelonnées réduites, c'est que c'est un modèle, c'est un outil de calcul, hein, pour représenter des sous-espaces vectoriels. Voilà. Et donc on veut montrer cette bijection, on veut donc une surjectivité, on veut l'injectivité, et là pour l'instant on va attaquer la surjectivité. Finalement la surjectivité, ou moralement, c'est juste le pivot de Gauss. Mais il faut quand même bien le voir. Alors d'abord, partons donc d'un sous-espace F ici de dimension M, d'accord, et on va essayer de lui associer un système générateur qui corresponde à une matrice échelonnée réduite en colonne. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on peut lui associer? C'est une base. Voilà. Il existe une base à m éléments, F1 jusqu'à Fm. Et ce que l'on veut, c'est trouver finalement une autre base, mais qui corresponde à une matrice échelonnée réduite en colonne, et que l'on construise après, à partir de celle-là par une matrice de changement de base, donc une matrice de passage, P, d'accord? Donc ça veut dire que C1, c'est M, qui va être notre nouvelle base qui a la forme voulue, la forme normale, elle va être de la forme, ça va être une combinaison linéaire de cette base. Donc j'ai écrit cette combinaison linéaire comme ceci, et finalement, vous pouvez vous convaincre écrire que C1 jusqu'à Cm, ce sont des combinaisons linéaires avec ces lambda ij, si, quand on regarde ici la matrice en colonne des fi, ou des fj plutôt, et qu'on la multiplie par la matrice de passage P, les lambda ij, alors ça nous donne la matrice des cj. Voilà, donc ça c'est pas difficile à voir, c'est juste une retranscription matricielle
du changement de base. Hein, normalement, on a l'habitude. Donc, ça veut dire que, bon, maintenant, comme là on a une base et là on a une base, ça veut dire que les FI aussi s'écrivent en fonction des CI. On a une base de F, hein, ça c'est une base de F, ça c'est une base de F, ça c'est une matrice de passage entre deux bases de F. Donc comme F est de dimension M, on a bien P dans GLM, parce qu'il faut pouvoir retrouver les FJ en fonction des CJ. Voilà, donc on cherche P. Et quel est le lien avec le pivot de Gauss? Eh bien, c'est que quand P, on va obtenir ce P, il faut montrer qu'il existe P. Pour l'instant, on cherche juste la surjectivité. Et on va le chercher P à partir de composition, de transvection, de dilatation et de permutation. Alors, je vous rappelle que quand P, c'est une matrice, attention, ce qu'on appelle une matrice de transvection, bah, ça veut dire qu'on fait l'opération, ce qu'on appelle l'opération élémentaire sur les colonnes, donc opération élémentaire sur les colonnes, que CI est transformé en la colonne CI plus un certain lambda IJ, ou lambda JI, je ne sais plus, de CJ pour I différent de J. Donc on fait une combinaison linéaire de colonnes, mais on s'assure qu'ici on a un 1 sur la colonne que l'on remplace. Et on fait aussi des dilatations, donc CI va être remplacé par DI-CI, avec pour un DI évidemment non nul, pour que ce soit bijectif, hein, que ce soit bien dans GLM. Et puis, on peut aussi permuter les colonnes. Ça revient à multiplier par des matrices de permutation. Voilà. Alors donc là, on n'a pas encore prouvé la surjectivité, mais vous voyez que la surjectivité va dépendre de ça. Voilà. Alors allons-y. Hein, on a vu qu'il fallait se ramener à partir... Donc, je prends donc cette base-là, que je regarde dans les coordonnées de Kn. Donc ça en fait une matrice, d'accord, à n lignes et m colonnes. Et maintenant, il va falloir que je me ramène en faisant que des actions sur les colonnes, donc ça correspond à un changement de base, et que je me ramène à une matrice qui soit échelonnée, réduite en colonnes. Alors, regardez, d'abord, si ça se trouve, je peux avoir des zéros partout, d'accord? Donc je regarde la première ligne sur laquelle il n'y a pas que des zéros. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des zéros partout. Et là, ça va être ma première ligne. D'accord? Et ça veut dire qu'à un moment, il va y avoir un non-zéro. Et je vais me ramener, je vais le mettre complètement à gauche. Alors, ça veut dire que par des permutations de colonnes, donc permutation, je me ramène à cet élément non nul à gauche, et par une dilatation, cet élément non nul, je divise, et puis j'obtiens un 1. Voilà. Maintenant, grâce à ce 1, c'est là où c'est le pivot, hein, je vais faire des actions, je vais faire une opération élémentaire sur les colonnes, donc ce qu'on a dit, une transvection. Grâce à ce 1, je vais annuler ici toutes ces étoiles-là. Donc ici, je vais avoir que des zéros. Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Maintenant, ce étoile, je vais le laisser. Et ici, je vais attendre d'avoir ici, si j'ai que des zéros. Bon, cette colonne, comme je suis maintenant totalement impuissant, je ne vais plus changer tellement cette colonne. Si, je vais le faire un petit peu à un moment, vous allez voir, mais juste à la fin. Ici, je vais regarder. Si j'ai que des zéros, je passe à la ligne suivante. Si j'ai que des zéros, je passe à la ligne suivante. Et j'attends d'avoir au moins un élément non nul. Et là, je vais permuter les colonnes pour me ramener à cet élément non nul là et une dilatation pour que ce soit 1. Donc permutation, dilatation, et j'ai un 1. Et là, j'ai attendu d'avoir des zéros. C'est pour ça que ça peut descendre là comme ça. Bon, alors j'ai que des zéros. Et là maintenant, avec mes transvections, j'annule tout ce qui est à droite ici. Voilà. D'accord? Et puis je continue jusqu'à la fin. Alors là, je vois que j'étais forcé de tomber ici sur un élément non nul, quelque part. Parce que je ne peux pas avoir de colonne nulle. Pourquoi je ne peux pas avoir de colonne nulle? Parce que sinon, cette famille-là, toute cette famille
elle serait non libre, elle serait de rang strictement plus petit que M, donc non libre. Or, comme on a agi que par GLM, pardon, ça contredirait que cette partie est libre. Donc, comme cette partie est de rang petit m, qu'on n'a fait que multiplier par GLM, et bien ici, on a encore quelque chose qui est de rang m. Donc, on n'a jamais une seule colonne de nul, ce qui va faire qu'on trouvera à chaque fois, on va finir toujours par trouver un élément non nul quelque part. Donc ça fait marcher les choses. Et à la fin, on obtient ici, c'est presque à la fin, pas tout à fait, on obtient ce qu'on appelle une matrice échelonnée en colonnes. Donc elle est échelonnée en colonnes, mais elle n'est pas encore réduite. C'est-à-dire que ici, on n'a pas encore cette dernière condition là que je vous ai donnée. À la fin, ici, on voudrait un 0. Ici, parce qu'il y a un 1 devant. Ici, on voudrait un 0. Et là, regardez ce qui va se passer. On va revenir par des transvections. On va remplacer cette colonne par une combinaison linéaire de cette colonne et de celle-là pour éliminer ici, et on aura 0 ici. Et vous voyez que comme il n'y a que des 0 ici, ça ne va rien influencer sur les conditions qu'on voulait là. Donc finalement, à la fin, avec toutes ces manipulations-là, on va avoir ce qu'on appelle une matrice échelonnée réduite en colonnes. Mais disons que c'est un aspect un peu technique, c'est difficile de l'expliquer là comme ça, c'est pas toujours très délicat, il faut regarder les choses peut-être un petit peu plus précisément que ce que je l'ai fait, mais finalement ça se résume en le pivot de Gauss pour la matrice échelonnée en colonnes, et ce petit détail de réduit où on revient sur ce qu'on a fait, mais où il y avait suffisamment de zéros pour pouvoir être chirurgical et continuer à réduire sans influencer, sans créer une grosse catastrophe sur ce qu'on avait fait auparavant. Voilà. Et donc, on a l'existence, au final, d'une matrice échelonnée réduite en colonnes qui va être combinaison linéaire de ça, et donc, tout en étant libre, et donc, qui va continuer à engendrer l'espace F, le sous-espace F de Kn dont on était parti. Voilà, donc maintenant, reste à faire l'injectivité. Bien, donc, on en était à cet ensemble qui est l'ensemble des matrices échelonnées réduites en colonnes. D'accord? Donc, ce sont des matrices de rang petit m inférieur à n et de type n ligne m colonnes. On veut montrer que c'est en bijection avec la grassmannienne, voilà, et on a montré la surjectivité, c'est-à-dire on a montré que si on part d'un sous-espace f de dimension m, alors il existe au moins, grâce au pivot de Gauss, une matrice qui est échelonnée, réduite en colonnes. On a commencé par l'échelonner en colonnes, et ensuite on l'a réduite dans un deuxième temps avec des manipulations de multiplication à droite par des transvections, etc., etc. Ce qui revient, des dilatations, des permutations, ce qui revient finalement à un pivot de Gauss en colonne, on va dire. Ce qu'on fait rarement, mais bon, on suppose que le pivot de Gauss en ligne, vous le connaissez, vous n'avez pas de mal à le transposer au sens propre et au figuré. Alors, là, on va attaquer l'injectivité. Et l'injectivité, attention, l'injectivité, je veux être clair sur comment je vais le démontrer. D'abord, on va partir d'un sous-espace F de dimension petit m dans Kn, et on va caractériser complètement, géométriquement, c'est-à-dire
uniquement à partir de la donnée du sous-espace F, la matrice échelonnée réduite en colonnes, ce qui fera qu'elle sera unique et qu'on aura... alors on sait qu'elle existe, hein, mais ce qu'on veut c'est qu'elle soit unique parce qu'elle va être caractérisée géométriquement à partir du sous-espace F. Donc je pars de F, un sous-espace de dimension M, et ben, je vais caractériser la matrice. Alors je vous l'ai déjà dit, ce truc-là, il est donc toutes ces preuves sont écrites. C'est à cause il y a une difficulté qui est inhérente et qui tient juste des notations, de la difficulté déjà de la définition d'une matrice échelonnée réduite en colonnes, et donc de la pratique de la chose. Donc je vais plutôt le faire à l'oral, comme ça, sur l'exemple, parce que l'exemple me paraît extrêmement parlant ici, et très très général, comme quand on fait de la géométrie, et que finalement, un dessin c'est toujours un dessin faux. Là c'est faux, mais ça permet de comprendre tout ce qui se passe, quitte à ce que vous regardiez dans ce chapitre 4 de NH2G2, comment ça se passe, pour l'écrire de façon plus formelle. Hein, voilà. Donc, on va se fixer les idées. On avait pris une matrice à 6 lignes, 3 colonnes et de type 2, d'accord, 3 et 5. Voilà, ça paraît intéressant. Et on va montrer que on peut, quand F est engendré par les colonnes de cette matrice, puisque cette application, c'est une application qui a une matrice associe le sous-espace engendré par les colonnes de la matrice, eh bien, on va montrer que maintenant, cette matrice, on peut la retrouver uniquement à partir des données de F. Ça veut dire quoi, la retrouver? Donc ça veut dire que F, on sait qu'il est engendré par ces 3 colonnes. On est dans un exemple, hein, désolé. J'espère que l'exemple vous parlera. De toute façon, il a été choisi suffisamment générique pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et on veut, caractériser le type de M en fonction de F. Donc on va voir que c'est F qui va imposer le type, c'est-à-dire le type 2, 3, 5. On va voir comment. Et une fois qu'on aura caractérisé le type, si on caractérise le type, ça veut dire que maintenant, tous les 1, on sait où ils sont. Tous les 0, ils sont au-dessus des 1, ou alors ils sont à la gauche des 1. Donc tous les 1 et les 0, on sait où ils sont. Il ne restera plus qu'à caractériser les scalaires qui sont ici. Hein, d'accord? Et on va encore les caractériser uniquement en fonction de F. C'est ça que l'on va faire, c'est la stratégie de la preuve. Voilà. Bien, donc on est parti sur cette preuve de l'injectivité, et dans un premier temps, on va retrouver à partir de F le type de M. Alors attention, on a démontré la surjectivité déjà, ça veut dire qu'on sait qu'il existe une matrice ici, et on va le faire sur l'exemple, quitte à généraliser après, mais la preuve se fera sur l'exemple. On sait qu'il existe une matrice, et une matrice échelonnée réduite en colonnes, et on va retrouver, caractériser son type uniquement à partir de F, dans un premier temps. Et ensuite, on caractérisera dans un deuxième temps les étoiles. Mais là, ça va être pour le type. Donc, j'impose la base canonique de Kn, EI de 1 à 6. Je pose, donc ça s'appelle un drapeau, hein. Grand E6, c'est la droite engendrée par E6, E5, c'est la droite engendrée par petit E5, petit E6, etc., etc. En général, EK, ce sera le sous-espace de dimension n-k plus 1 engendré par les EI de K à N, d'accord? Voilà. Et je vais regarder, d'accord? Donc, ce qui fait que E1, c'est l'espace tout entier, hein, puisque c'est le sous-espace engendré par les EI de 1 à N. Eh bien, je vais regarder le 6 supplet, dimension de F inter E1,
dimension de f inter E2, dimension de f inter E3, jusqu'à dimension de f inter E6. Il va y avoir 6 nombres ici, 6 entiers naturels. Donc, cette dimension-là, ben, elle est simple, parce que f est de dimension 3, E1, c'est l'espace tout entier, donc f inter E1, c'est f tout court, donc c'est 3. Maintenant, on va regarder la dimension de f inter E2. Alors, c'est encore simple, parce que ici, je vais faire cela, ici, quand on va regarder, donc regardez E2, qu'est-ce que c'est? C'est le sous-espace engendré par E2, E3, E4, E5, E6, et on voit que tous les éléments de f ont une composante nulle en petit e1. Donc ça veut dire que f est inclus, si vous voulez, d'accord? F est inclus dans E2. D'accord? Vous le voyez bien. Ce qui veut dire que f inter E2, c'est encore f, et ce qui veut dire que la dimension de f inter E2 est égale à 3. Maintenant, vous voulez f inter E3. Alors, f inter E3, et bien là, f, je vous rappelle que par construction, il est engendré par les 3 colonnes de cette matrice. Donc, si vous prenez un élément de f, il est combinaison linéaire, lambda 1 c'est 1, plus lambda 2 c'est 2, plus lambda 3 c'est 3. Et comme il est aussi dans l'élément, il est dans, on a dit E3, et bien ça veut dire forcément, à cause du fait qu'on a un 1 uniquement là, et des 0 là, et bien ça veut dire que le scalaire lambda 1, le coefficient en la première colonne, est nul. D'accord? Mais en revanche, on voit que le sous-espace engendré par C2 et C3, il est complètement dans E3. D'accord? Donc ce sous-espace, ça va être exactement l'intersection, ça va être de dimension 2. D'accord? Voilà. Donc l'intersection F inter E3 est de dimension 2. Voilà. Maintenant, on va regarder l'intersection avec E4. Ben oui, mais là, pareil, ben on a perdu maintenant C2. Vous voyez bien qu'on a perdu C2, on avait déjà perdu C1. Donc ça veut dire que quand je vais faire une combinaison linéaire, lambda 1 C1 plus lambda 2 C2 plus lambda 3 C3, et que j'impose que ce soit dans E3, et ben je vois que lambda 1 est forcément égal à 0, lambda 2 est forcément égal à 0. Par contre, lambda 3, peut-être non nul, ce qui veut dire qu'on a obtenu une droite. C'est la droite engendrée, forcément, la droite engendrée. Après, vous pouvez le vérifier par le calcul, hein, je vous conseille de le faire, mais c'est la droite engendrée par par C3. Pardon. Donc c'est une dimension 1. Et puis ensuite, ben, on va prendre l'intersection avec E5, et là, pas de changement. D'accord? C'est encore, hein, donc quand on écrit la combinaison linéaire, qu'on impose que c'est engendré par E5, ben, que c'est engendré par E6 et E5, et ben, on voit que ici, on va avoir toujours la droite. Par contre, quand on va prendre l'intersection maintenant avec E6, ben, on voit bien que E6 n'est pas dans le sous-espace F, parce qu'il y a toujours au moins un coefficient supérieur, strictement, disons, qui est dans E5, hein, forcément, et qui n'est pas dans E6. Donc, moralité, là, c'est 0. Alors maintenant, comment on va caractériser le type? Ben, on se rend compte qu'il y a des sauts, d'accord, qu'on descend par saut, que ces sauts se font forcément, les différences de dimension, c'est soit 0, soit 1, donc ce que j'appelle les sauts, c'est quand c'est 1, et quand c'est ce qu'ils arrivent, on fait la différence entre celui-ci et celui-ci, ça fait 0, celui-ci et celui-ci, ça fait 1, là c'est 1, là c'est 0, là c'est 1, là c'est 0, voilà. Et quand c'est ce qu'on a eu des sauts? En 2, 3 et 5, c'est-à-dire exactement le type de la matrice. Donc observez bien ça, ben ça ne dépend que de f et évidemment de la base canonique, mais on avait dit qu'elle était déterminée dès le départ. Donc dans le cas général,
comment on peut dire le cas général? Eh bien, on a E, on pose EK, grand EK, le sous-espace engendré donc par petite k jusqu'à petite n, et on regarde la dimension de grand EK indice f moins dimension de EK moins 1 inter f moins dimension de EK moins 1 inter f, voilà. Et alors k, il faut peut-être un petit truc pour la dernière différence, hein. Il faut supposer que quand k est égal à, voilà, hein, que là le saut qu'on va avoir ici entre là et là, que quand k égale 7, ça fait 0. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir 0 si k n'appartient pas à t, tac, 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 et on va avoir 1 si k appartient à t. Ce que j'appelle t, c'est le type, d'accord, que je regarde comme un ensemble, hein, puisque de toute façon, ils sont ordonnés, d'accord, donc voilà. Voilà, donc là, je vais dire qu'on a montré ce qu'on a appelé le petit 1 dans la stratégie. Ça veut dire que maintenant, j'ai tous ces nombres-là et j'ai plus qu'à avoir tous les emplacements des 0 et des 1, on va dire, et j'ai plus qu'à avoir les éléments en quartier libre. Donc il faut que je trouve les scalaires qui sont là et que je les trouve de façon purement géométrique, c'est-à-dire à partir de la donnée de l'espace vectoriel, le sous-espace vectoriel E, et évidemment la base canonique EI. Hein, c'est mes données géométriques de départ. Voilà. Alors, attaquons la partie 2 de notre programme d'injectivité. Alors, maintenant, je vous le rappelle, on a trouvé ce qu'on appelle le type de la matrice, et on l'a caractérisé à partir du sous-espace F grâce à ces petits sauts de dimension. Donc maintenant, ce type, on l'a. Et comme on a le type, on a le complémentaire du type. Donc ici, par exemple, le type, ce serait dans l'exemple courant, c'est 2, 3, 5, et le complémentaire, c'est 1, 4, 6. Voilà. Et maintenant, j'affirme que si j'appelle, alors je vais appeler, je vous rappelle qu'on a une base canonique, hein, la base canonique on l'a dès le départ, hein. J'appelle V indice T le sous-espace engendré par les éléments de la base canonique correspondant à T, donc au EK, petit EK où K appartient à T, et VT bar, eh ben, le sous-espace engendré par les petites K où K est dans le complémentaire, de sorte à ce que Kn est en somme directe. D'accord? Vous avez Kn qui est en somme directe de Vt plus Vt bar. D'accord? Alors, je suis en train d'affirmer que Kn est aussi en somme directe de F et Vt bar. D'accord? Alors, étant donné que F est de dimension m et que Vt bar, eh bien sûr, il est de dimension n moins m, hein, Vt bar, c'est le sous-espace engendré par les vecteurs de la base canonique correspondant à T bar. Donc, c'est de dimension n moins n, m, pardon, il suffit de montrer que l'intersection entre f et Vt bar est nulle. Maintenant, si on prend un élément dans l'intersection, eh ben, il est de la forme, comme il est dans f, il est engendré par les vecteurs colonnes, donc il est de la forme somme de lambda k ck, d'accord? Et il est aussi dans Vt bar, donc on a ça dans Vt bar. Maintenant, j'ai dit que Vt et Vt bar sont en somme directe dans Kn, donc je peux faire la projection, d'accord, parallèlement à Vt bar de Vt. Alors, qu'est-ce qu'elle donne cette projection? Regardez, hein, vous prenez les vecteurs colonnes, voilà, C1, d'accord? Quand vous allez le projeter par rapport à T bar, donc ici j'ai mis T bar, les éléments de T bar pour bien voir là où ils sont, et les éléments de T, les lignes correspondant à T, pour bien voir où elles sont, d'accord? Quand on va projeter hein, parallèlement à T bar sur Vt, et ben là ça va s'annuler, ça va s'annuler, il va rester que ce 1 là, et donc on aura le vecteur E2.
pareil, C2, bah, ça va aller vers E3, parce que ça va s'annuler, et E3, ça va aller vers E5. C'est-à-dire, en général, CK, quand on va le projeter, ça va être IK, EIK, d'accord? Voilà, ça va donner EIK. Donc quand on va projeter cet élément-là, bah, d'une part, ça va être 0, puisqu'on l'a projeté parallèlement à VT bar, et d'autre part, ça va être la somme des lambda K, EIK. Et donc, comme il forme une partie libre, évidemment, et ben, ça veut dire que tous les lambda K sont nuls, puisqu'on va identifier que cette somme est nulle. Voilà. Donc, on a montré qu'ils sont en somme directe par un argument de dimension et d'intersection. Bon. Donc, maintenant, on ne va pas utiliser, à la limite, ça ne va rien nous donner d'utiliser ça, parce qu'il faut que ça dépende de f. Vous voyez qu'on ne va pas utiliser cette somme directe. Mais par contre, on va utiliser celle-là, parce que maintenant, on va considérer ce que je vais appeler la projection pi, d'accord? Ça va être la projection sur VT bar et parallèlement à f. Ah ben, je l'ai déjà écrit là. Voilà. Donc, pi, c'est cette projection-là. Alors, on vérifie qu'elle ne dépend que de f. Oui, effectivement, VT bar dépend que de la base canonique et de t. La base canonique, elle est donnée dès le départ. T, il a été donné par le type, et le type, il a été donné par f. Donc là, c'est bon. Il faut quand même être rigoureux et vérifier tout ça. Et donc, on regarde le truc parallèlement à f. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on écrit? On va écrire CK, qui est égal à EIK, d'accord, plus une somme, hein, regardez, hein, une somme de EJ pour les EJ dans T bar avec des coefficients. C'est exactement ces coefficients que je veux, hein, d'accord? J'ai dit que là maintenant, j'étais à la pêche aux coefficients, puisque j'ai le type. Alors, vous êtes d'accord avec moi? CK, c'est EIK, donc EIK, ben c'est cet élément-là, plus alpha JK, donc ici, la somme des alpha JK, EJ, pour J dans T bar, ça correspond à ces étoiles-là. Voilà. Cette égalité, je vais la passer par la moulinette de pi. Donc, pi, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, pi de CK, eh ben, ça va faire 0. Pourquoi? Parce que CK est dans F et qu'on a projeté parallèlement à F. Donc, on va avoir 0. Pi de EIK plus ce pi-là. Alors, les pi de EJ, ben, comme c'est EJ, J, ils sont dans T bar, et comme on projette là-dessus, ben, ça va être l'identité là-dessus. Donc, ça va nous faire, maintenant, 0 égale pi de EIK plus somme des alpha JK EJ. Pi de EJ, c'est EJ. Donc, on passe de l'autre côté, et ça fait que pi de EIK est égal à moins somme de J dans T bar de alpha JK EJ. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'on a EIK, c'est un élément de la base canonique. Il est donné dans les données du problème, au départ. Canonique, hein, on a dit canonique. Pi, eh ben, c'est donné par les données par F, et la base canonique, et le type, bien sûr. Et puis, on récupère ces éléments-là. Tandis que J est une partie libre, on peut récupérer les coefficients à partir de cette somme. Et on obtient les moins alpha JK. C'est entièrement déterminé par F. Et on a bouclé notre boucle. Et il n'y a plus qu'à voir maintenant des exemples illustrés, regarder, s'imprégner, l'histoire de ressortir avec un souvenir agréable de ce petit voyage. Bien, on va tout de suite regarder l'effet du théorème qu'on vient de prouver sur la stratification de la grassmannienne 2,4. J'aurais pu prendre la grassmannienne 3,6, mais ça aurait été un petit peu long et pas plus éclairant. J'aurais pu prendre aussi 2,3, mais là ça aurait été très court et pas très éclairant. Voilà, alors donc, on vient de voir que la grassmannienne finalement 2,4 est en bijection avec l'ensemble des matrices échelonnées réduites, d'accord, en colonne, d'accord, bon, colonne,
de type les 6 types possibles, hein, quand on prend 2 parmi 4. C'est-à-dire un 2, un 3, 2, 3, un 4, 2, 4, 3, 4. Ça vient avec un certain ordre, et vous allez voir que cet ordre, il n'est pas tout à fait innocent. Vous prenez un 2, on va prendre ça va être le premier. Vous allez voir pourquoi. Un 3 ensuite, et puis ensuite, vous voyez, parce que ici, 1, il ne pouvait pas devenir 2, hein, d'accord, parce qu'il y a 2 là, mais 2 peut devenir 3 ici. 1, 3, là je descends, à chaque fois j'incrémente de 1 un élément, hein, d'accord. Donc ici j'ai soit 2, 3, et là 1, 4. Là, 2, il ne peut pas devenir 3, parce que 3 c'est déjà pris, mais 3 peut devenir 4, ici, et là, 4, ça y est, c'est bloqué, il n'y a plus rien, donc par contre, 1 peut devenir 2, mais ça donne le même élément, et de 2, 4, je vais à 3, 4. Donc je retrouve mes 6 types possibles pour la grassmannienne, et avec un certain ordre logique. Hein. Donc vous pouvez faire ça pour la grassmannienne 3-6 si vous voulez, hein, mais ça va être plus long, hein, parce que pour la grassmannienne 3-6, vous allez en avoir 20 de types possibles, c'est-à-dire 3 parmi 6. Alors maintenant, regardons les matrices. Alors de type 1-2, ça veut dire que j'ai des matrices donc 4-2, hein, depuis le début, j'ai des matrices 4 lignes, 2 colonnes, et le type va me dire où je vais mettre les 1 et les 0, et où je vais mettre les scalaires libres. Alors ici, voilà 1, 2, donc ça veut dire que je mets un 0 parce que c'est au-dessus du 1 là, et un 0 là parce que c'est à gauche, ça c'est le côté réduit. Hein, alors que ça c'est juste le côté échelonné. Ici, maintenant, quartier libre, j'ai 4 éléments. Vous allez voir que ça va être le maximum, c'est pour ça que je l'ai mis tout en haut. Un 3 maintenant. Un 3, donc voilà, hein, ici, vous avez 3 éléments libres. 2, 3, donc là 0, 0. 1, les 1 sont ici et ici. Et du coup, on peut mettre des éléments libres que ici. 1, 4, on peut mettre des éléments libres que ici. Voilà, 1 et 4. Là, au-dessus, il y a des 0. À gauche, il y a des 0. Et puis 2, 4. 2, 4, donc 2 et 4. Des 0, 0, et puis là, 1, 0, puis le reste c'est libre, il n'y a plus beaucoup de choses. Et puis 3, 4, regardez, eh bien là, il n'y a plus d'étoiles, d'accord? Donc on a vu que quand on fixe un type, on obtient des espaces affines. Ces espaces affines, à cause de la position des 1 et des 0, déjà rien que la position des 1, vous allez voir que, et des 0 quand même, vous allez voir que ce sont des espaces affines qui n'ont pas d'intersection entre eux, hein, d'accord, normal. Et combien on a de degrés de liberté, c'est-à-dire quelle est la dimension de ces espaces affines? Et bien là, on en a 4, là, on en a 3, là, on en a 2, et là, on en a 2. Vous voyez que ça diminue à chaque fois qu'on descend d'un cran. Et ici, on en a 1. Et ici, on a 0 degré de liberté. Ça veut dire que des matrices échelonnées de type 3, 4, on n'en a qu'une. D'accord? Il n'y en a qu'une. Et le max, donc ici, c'est le minimum, hein, avec une, c'est la dimension 0, c'est un point. Et ici, on a un espace de dimension 4. Alors, l'ensemble des matrices échelonnées de type 1, 2, on verra, ça s'appelle la grosse cellule. Donc c'est la partie la plus riche. Maintenant, on va regarder une autre approche de la grassmannienne, parce que là, on a vu l'approche de la grassmannienne. D'une certaine manière, bon, on fera le bilan après ça. Mais là, tout de suite, on va regarder ça sur un corps fini, parce que c'est très, très concret. Hein, ce que ça va nous donner des vraies formules. Regardez, vous avez vu dans une vidéo sur les actions de groupe, que comme GL4 agit sur la grassmannienne, ça va nous permettre cette alternative, hein, pour comprendre GR de 4. C'est une autre façon de voir, une alternative à celle-ci. Cette action, c'est une action, on prend un automorphisme linéaire en dimension 4,
Ben, comme F, on prend un sous-espace, un élément de la Grassmannienne, F est un sous-espace de dimension 2 dans K4, donc c'est un plan ici, et G.F, l'action, c'est G de F. Voilà. Et cette action est évidemment transitive, ça on l'a déjà vu, c'est grâce au théorème de la base incomplète, hein, quand on va prendre deux plans, d'accord, eh ben, on va pouvoir en trouver une base pour l'un et pour l'autre, compléter ces deux bases en une base de l'espace, par contre, de l'espace total, hein, K4, on va avoir deux bases de K4, et il existe, d'après le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, un automorphisme qui va envoyer une base sur une autre, donc un élément de GL4 qui va envoyer l'un sur l'autre, et donc qui forcément va envoyer les deux premiers vecteurs de la première base vers les deux premiers vecteurs de la seconde base, et on va avoir à partir de là que G de F va être égal à l'autre plan, hein, G de F'. Voilà. Donc on a une action transitive, ce qui va faire que ceci va être un quotient de GL4, ça va être une orbite, donc ça va être GL4 quotienté par le stabilisateur d'un élément. Alors on prend le plan engendré par E1, E2, c'est le plus simple, et on voit que le stabilisateur, il est de cette forme-là. Comme on doit stabiliser, eh ben, on doit avoir des zéros ici. Comme ici on a une matrice triangulaire, ben forcément, comme on était dans GL4, ça doit être inversible, inversible, et ici, on a quartier libre. Donc on a GL2 là, et M2, c'est-à-dire des matrices carrées de 2. Donc maintenant, regardons quel est le cardinal de la Grassmannienne GR de 4. Eh bien, c'est le cardinal de GL4, donc c'est le nombre de bases qu'on sait calculer, Q4-1, Q4-Q, Q4-Q2, Q4-Q3, voilà, on fait le produit, divisé par le cardinal du stabilisateur, donc ça c'est le cardinal de GL2 au carré, donc Q2-1 au carré, Q2-Q au carré, et puis le cardinal, comme on a 4 emplacements possibles, hein, et comme on est en... quand même que je le rappelle, le cardinal de K c'est Q, et bien on a Q4 possibilités pour des matrices de 2. Donc vous voyez que ça fait une fraction rationnelle de degrés 4 et 4 et 4 et 4, ça fait 16. 16 moins 4 et 4 et 4, 12, ça fait une fraction rationnelle de degré 4. Mais notre approche ici nous dit plus, nous dit que c'est polynomial en fait. Regardez, puisque on a des sous-espaces affines disjoints, donc le cardinal ici de la Grassmannienne, on peut voir que c'est la somme de tous les cardinaux qu'on a obtenus. Donc en type 1, 2, bah, le cardinal, on a Q possibilités ici, Q possibilités ici, ici, donc ça fait Q puissance 4 possibilités. Donc je mets mon Q puissance 4. Ici, je vais mettre mon Q puissance 3. Là, j'ai 2 Q puissance 2. D'accord ? Ici, je vais avoir juste Q plus 1. Donc voilà, c'est une formule que vous pouvez vérifier d'ailleurs, hein, et ça donne des tas de jolies formules. Et donc, on voit un phénomène général, c'est que ici, donc, on va avoir ça qui va représenter la grosse cellule, et ici, c'est la cellule singleton, hein, c'est juste un élément. Voilà, on va faire maintenant un petit peu le point. Il faut bien comprendre qu'il y a ces deux extrêmes, hein, dans les cellules de la Grassmannienne. Ce que j'appelle cellule, hein, pour l'instant, ça a pas ça aura un jour une signification topologique, mais pour l'instant, c'est juste une décomposition en sous-espaces affines qui sont disjoints. Voilà.